Madame, Monsieur, bonjour, très bon réveil à vous dans vos maisons. Bienvenue dans Actu Matin, la matinale qui vous ouvre les portes d'une bonne journée. Nous allons évoquer ce matin dans le forum de discussion les défis qui attendent les partis politiques à l'approche des élections communales du 11 janvier 2026. Et pour rappel, 5 formations politiques ont déjà déposé leur déclaration de candidature au siège de la Commission électorale nationale autonome. Dans la cage à question, éloge Zongbobo, jeune du 13e arrondissement de Cotonou, répond aux 5 questions de Franck Aonou. Les deux échangeront sur la journée de réflexion des jeunes du 13e arrondissement. Pour quelle finalité? Et puis enfin, avec Kevin Da Silva, journaliste spécialiste en fact-checking, nous parlerons des bons comportements numériques à avoir en période électorale. Voilà pour vous le menu d'Actu Matin de ce vendredi. Restez avec nous justement pour suivre votre rendez-vous. Pour bien commencer votre journée, nous allons suivre à présent la une des quotidiens parus ce vendredi matin. Ce vendredi matin, qu'est-ce qui fait la une des quotidiens? Justement, on commence par le quotidien Fraternité, Nouvelle-Loire, sur les associations au Bénin, exigence, innovation et perspective vers une gouvernance renforcée, selon Josca Baudelaire, quand il n'y a pas de réglementation claire, chacun agit à sa manière. Audience au tribunal de commerce et à la Criette, un locataire condamné pour non-paiement de loyer, un accueil écope de 5 ans de prison et 150 millions d'amende. Le télégramme à présent, absence du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026, l'ancien président Boniaï appelle au dialogue. La réaction du gouvernement à la sortie du président du parti Les Démocrates. Ouverture ce jour de la deuxième session ordinaire de l'année, les sujets à l'ordre du jour. La dernière session parlementaire, eh bien, les députés sénégalais à Porte-Nouveau ce vendredi. Après une journée de garde à vue, l'ancien maire de Cotonou, Isidore Lionofon, relâché. Et puis, cours spécial des affaires foncières, le pasteur Edgar Guidigui est placé en détention provisoire. Et pour avoir annulé justement un mobile money de 4500 francs CFA de repas en ligne livré chez lui, un étudiant jugé à la criette. Les 4 vérités à présent, ouverture officielle de la deuxième session parlementaire à Porte-Nouveau. El Malik Ndiaye et une forte délégation de parlementaires sénégalais annoncée. Et puis, toujours au Sénégal, François Abiola reçoit son exemplaire du livre blanc sur Tiraoy. Et puis, c'était ce 29 octobre à l'Université de Dakar. Communal du 11 janvier 2026, le parti RN clarifie son option. Notre engagement demeure total aux côtés du chef de l'État et de tous ceux qui œuvrent pour un Bénin stable, rassemblé et ambitieux. Ensuite, élection générale 2026, c'est la liste électorale définitive affichée dans les centres de vote. Le potentiel à présent, 30 ans d'existence de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. Cotonou accueille un forum sur la liquidité. Dès ce jour, Jean-Jacques Golou et les acteurs du secteur financier s'apprêtent pour honorer le hôte. Absence du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026, Yayi accuse Talon, Wilfried Rombedi évoque une politique de l'autruche. Et puis deuil au parti Les Démocrates, l'honorable Jude Lodjou paie sa femme en plein combat politique. Deuxième session ordinaire à l'Assemblée nationale, plus d'une vingtaine de dossiers inscrits à l'ordre du jour. L'emblème du jour, après l'échec des démocrates à la présidentielle de 2026, Boniaï tourne la page.
Crise politique au sein du Parti Les Démocrates, appel à la paix ou reddition politique s'interroge ce matin l'emblème du jour. Et puis, inauguration du siège national du fan club Romed Wadaini à Cotonou, Yaya Vincent Chal fait le point des préparatifs. Le pays émergent, AG ordinaire de l'Union des associations de développement des arrondissements de Bantais, le colonel des douanes Marcelin Laroux, élu pour un mandat de 3 ans. L'indépendant à présent contact permanent avec les populations dans la 8e circonscription électorale. Gbadamassi salué pour sa démarche de proximité et son leadership rassembleur. Élection générale 2026, la liste électorale définitive affichée dans les centres de vote. Responsabilité des médias en période électorale au Bénin. La HAC renforce les capacités des animateurs et promoteurs des médias en ligne. La nouvelle tribune Assemblée nationale ouverture ce jour de la 2e session ordinaire, principale information. Et puis, nouvelle, toujours à la une de la nouvelle tribune, élection générale 2026 au Bénin, le navire du Parti Les Démocrates pourrait-il résister à la tempête, s'interroge la nouvelle tribune. Conseil des ministres au Bénin, actualisation des modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Église catholique du Bénin, Monseigneur Adoukono, inhumé lundi prochain à Abomey. Dabarou à présent à travers un atelier de formation initié par la HAC. Les médias en ligne découvrent leurs responsabilités en période électorale. Assemblée nationale du Bénin, la rentrée parlementaire a lieu ce jour. Vitali Boton dévoile les dossiers en jeu qui attendent les députés. Et puis on va retrouver un autre journal, le Bénin intelligent, cité ministérielle de Cotonou, vitrine d'un État moderne. 16 ministères déjà installés. Il faut le savoir, la cité ministérielle de Cotonou est mise en service depuis le 1er octobre, bâti sur une superficie de 5 hectares. Le bâtiment offre un environnement de travail fonctionnel, intégré et propice à la performance. Remboursement de dettes à la PADME, l'agent judiciaire de l'État fixe un ultimatum. Élection générale 2026, la liste électorale informatisée disponible. Et puis à l'Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre ce vendredi. Et pour finir, au CNHU de Cotonou, un deuxième scanner de dernière génération inauguré, nous informe ce matin Bénin Intelligent. L'événement précis, réaction suite à l'invalidation du duo candidat LD à la présidentielle 2026. Yahi accuse le gouvernement, rejette. Il refuse d'assumer ses responsabilités. Eh bien, c'est la réponse du porte-parole du gouvernement. Présidentielle 2026, les vraies raisons du soutien de Roumbédi Awala sont à lire dans les colonnes du journal. L'événement précis, 9e législature, une session budgétaire de bilan et de transmission s'ouvre ce jour au Parlement. Le journal de la Croix, en élection présidentielle d'avril 2026, deux duos en un, le Grand Boulevard pour Wadaini. L'investigateur chez les démocrates, pourquoi tout le monde veut parler en temps de crise, s'interroge le journal. Ensuite, les patriotes, rassemblement des kérékouistes, Moïse Kérékou œuvre pour l'autonomie financière des femmes, des chèques de plusieurs millions de francs CFA remis aux femmes de l'Atlantique et du littoral. La boussole, consensus autour du candidat Wadaini, les prémices d'une victoire au premier tour. Ensuite, entre fuite en avant et discours d'un autre temps, Valentin Diamantin, le fugitif politique qui s'accroche à la victimisation permanente. Élection 2026, la HAC en campagne de sensibilisation pour des médias responsables. Libération
supposée manipulation du pouvoir dans la crise chez les démocrates, la réplique du gouvernement après la sortie de Boniaï. Assurance maladie obligatoire au Bénin, de nouvelles catégories prises en compte. Ensuite, décentralisation et développement, la BAD octroie 117 millions d'euros au Bénin. Recouvrement des créances du PADME, l'agence judiciaire du Trésor, fixe un ultimatum au 28 novembre. La nation, sécurité alimentaire au Nord Bénin, entre urgence, résilience et espoir. Ensuite, route Vacant à Vagbodi, Agégué, le projet de bitumage actualisé. C'est à lire à la une du quotidien La Nation. Le patriote bénin politique de graves révélations au sommet de l'État. Et puis, enlèvement de parfait Nyami à Parakou. Le DHP et le COGEP condamnent et exigent sa libération. Engagement spécial et leadership politique, Moïse Kérékou honore sa promesse aux femmes. Matin libre à présent, Bénin Handball, les Amazones au Maroc pour un tournoi international. Affaire de parrainage et exclusion du parti Les Démocrates. Et si Sodino n'a fait que porter le fardeau, s'interroge Martin Libre ce matin. Cimetière des hommes politiques à la recherche de Joseph Tameyan. Présidentielle 2026, la famille Tikpe et alliés soutient le duo Wadaïn Talata. Inauguration d'un deuxième scanner au CNHU, travailler à une politique tarifaire favorisant à l'accès aux soins, c'est la demande du quotidien Martin Libre. Déclaration de Jude Lodjou, notre candidature a été rejetée parce que notre idéal dérange. On va finir avec Fraternité à présent, nouvelle loi sur les associations au Bénin, exigence, innovation et perspective vers une gouvernance renforcée. Et selon Josca Despoints-Baudrenon, quand il n'y a pas de réglementation claire, chacun agit à sa manière. Audience au tribunal de commerce à la Criette. Un locataire condamné pour non-paiement de loyer et un arnaqueur écope de 5 ans de prison et puis 150 millions d'amende. Et voilà pour vous la une des quotidiens parus ce vendredi matin. On va suivre à présent le bulletin d'information. La session qui s'ouvre le vendredi prochain consacrera un moment solennel, à la fois de travail intensif et de rétrospective. La cérémonie solennelle d'ouverture officielle de cette session sera rehaussée par la présence d'une forte délégation de parlementaires sénégalais, conduite par l'honorable El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Ce qui témoigne de l'importance que revêt aujourd'hui pour le Parlement béninois la coopération interparlementaire et la diplomatie parlementaire. Les enjeux de cette dernière session ordinaire de la 9e législature sont multiples et profondément déterminants. Tout d'abord, l'examen du projet de loi de finances pour la gestion 2026 qui constitue pour le Parlement l'un des moments les plus significatifs de son action. Ensuite, cette session est l'occasion pour les députés de parachever plusieurs réformes structurelles amorcées ces dernières années. Entre autres, la modernisation du cadre juridique de la maîtrise d'ouvrages publics, la régulation du barreau, la révision du code de la route, ou encore l'actualisation des tests relatifs à la gouvernance numérique et environnementale. Mais au-delà du contenu des tests, cette session a une dimension historique.
Elle vient couronner 7 années d'intenses travaux parlementaires menés sous le sceau du dialogue, du respect institutionnel et de la responsabilité républicaine. En conclusion, mesdames et messieurs, chers confrères, je vous dirai simplement que la deuxième session ordinaire de l'année 2025 n'est pas seulement une session budgétaire, c'est aussi une session de bilan. C'est une session de clôture. C'est également et surtout une session de reconnaissance et de transmission. Les ministres conseillers visitent d'abord la centrale thermique de Maria Gleta, premier du nom. Livrée avec 8 turbines à gaz d'une capacité de production attendue de 10 MW, le site est mis à l'arrêt en 2015 après 450 heures de marche. Motif, les installations sont inaptes à générer de l'énergie, explique le directeur général de la SBPE à ses autres curieux de connaître les tenants de cet échec qui a coûté plus de 40 milliards de francs CFA aux contribuables béninois. Les ministres conseillers ont voulu quand même voir de visu ce qui avait été installé et se rendre compte des problèmes qui ont fait que cette infrastructure a été, malgré le niveau d'investissement réalisé, mis à l'arrêt définitif depuis 2015. Le collège des officiels sera ensuite sur la plateforme de la centrale électrique de Maria Gleta 2. Ici, les visiteurs découvrent avec fierté un site qui tourne à plein régime. Opérationnelle depuis septembre 2019, cette usine de fabrication de courant électrique affiche une capacité de production de 127 MW. Les ministres ont eu l'opportunité de voir que nous sommes dans la période de maintenance des groupes. Nous avons atteint plus de 36 000 heures de marche. Au terme de la visite, les ministres conseillers expriment indignation et satisfaction. Le Bénin a décidé avec le président Yahya Boni et son gouvernement de dépenser 45 milliards pour 0 kW de produit. Maria Gleta 2 assure plus de 50% de notre besoin énergétique. On a vu un site envisagé petitement avec des machines obsolètes et qui n'a même pas fonctionné. Maria Gleta 2, je suis persuadée que dans la région, en tout cas en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un seul pays qui peut revendiquer ce niveau en termes d'automatisme, de qualité. Nous avons visité le site de la corruption avec les avions, les turbines à gaz de 1939. À noter la signature du livre d'or du site par Changi Yabouidine. Ils sont tous des militants du Parti Les Démocrates dans la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplakwe, de Djakotome, de Koulekame. Mobilisés ici à Koulekame au lendemain de la décision qui disqualifie leur candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Notre parti a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui nous écarte de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Et étant donné que nous sommes des pacifiques, des démocrates, on accepte la décision et on fait avec. Et faire avec, selon ces responsables du parti à la base ici, c'est aller aux urnes en avril prochain pour opérer un choix. Maintenant, il y a deux duos. Il y a duo Romia Douadani et duo Rumpe. Donc, moi, je demande à tous ceux qui ont envie d'aller voter pour les élections présidentielles d'opter pour Romia Douadani. Les 10 ans passés, il a eu à travailler avec le président Talon. Il sert de quoi nous avons besoin. À défaut donc d'un porte-étendard pour leur formation politique dans cette compétition électorale, ils appellent à voter pour le duo de candidats de la majorité présidentielle. Un choix qui doit se faire loin de toute forme de provocation et surtout dans la culture de la paix. Je ne vais pas apprendre qu'on a brûlé des poneys quelque part dans le Gouffo. Des gens ont dit que le parti Les Démocrates c'est le feu. C'est faux. On est la lumière. Donc il est temps, c'est le moment de montrer qu'on n'est pas un parti incendiaire. Notre feu là, ce n'est pas le feu qui brûle le pays. C'est pourquoi je vous demande de ne pas brûler ce pays. N'allez pas saccager les édifices du pays.
Les conférenciers ont ensuite basculé vers les autres compétitions politiques que prévoit le calendrier électoral au Bénin, toujours au cours de cette période. Parce que nous allons aux élections communales et législatives. Si vous aimez vraiment ce pays, il faut militer pour qu'on ait des maires, pour qu'on ait des CA, pour qu'on ait des députés. Si vraiment vous êtes engagés là, si vous aimez vraiment les démocrates. Le parti Les Démocrates, dont les principaux enjeux de l'heure restent effectivement les élections législatives, mais aussi les communales de janvier 2026. Au cœur de cette séance de sensibilisation, le rappel du cadre juridique et réglementaire des paiements électroniques dans l'UEMOA. L'essor des paiements électroniques est certes une aubaine pour l'inclusion financière, mais c'est aussi un terrain fertile pour l'émergence de nouveaux risques financiers et sécuritaires. Quand un acteur veut aujourd'hui faire un paiement en ligne, il arrive parfois que le paiement soit fait, mais qu'en retour, on ne sait pas si le compte a été débité. Parfois, le paiement est fait, les frais sont prélevés, vous ne savez pas les frais qui sont prélevés. Donc, effectivement, il était important d'attirer leur attention sur les dispositions de la loi, les dispositions des règlements de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sur ces différents services. Il s'agit pour le ministère de l'Économie et des Finances du Bénin de renforcer les compétences des acteurs du secteur. Et cette session de sensibilisation met en lumière l'émergence des lois et tests d'application qui imposent les normes requises en la matière. Nous nous attendions à très peu de textes, mais la séance nous a permis qu'au-delà des tests spécifiques, il y a des tests d'ordre généraux. Vous avez par exemple aujourd'hui la loi bancaire qui parle donc des paiements numériques. Vous avez la loi sur la microfinance qui parle des paiements numériques. Vous avez la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Vous avez des instructions de la BCEAO, des circulaires de la commission bancaire. Bref, il y a autant de textes qui encadrent l'activité et qui obligent ceux qui veulent faire ce genre d'activité aujourd'hui à solliciter un agrément. Et l'agrément est délivré par la Banque centrale. Il est important que la confiance soit renforcée pour que véritablement nous ayons un secteur bancarisé, inclus financièrement, où la bonne dame qui est à Carimama ou qui est à Niki puisse faire ses opérations numériques en toute sécurité et en toute quiétude. Tous les efforts réglementaires convergent vers un objectif unique et fondamental, assurer un cadre de confiance et de sécurité aux consommateurs afin que la transformation numérique s'accompagne toujours de la confiance. Au titre de l'année 2025, nous avions commencé dans les communes de Glazoué, Savère, Dassa, Banter et nous sommes aujourd'hui à Savalou. Alors, ce que je retiens, c'est qu'après la préoccupation des populations qui ont été enregistrées dans tous les secteurs, il a été quand même fait un point global sur l'ensemble des actions que le gouvernement a menées dans chaque commune depuis les 10 dernières années. Les problèmes qui ont été évoqués, d'autres ont été résolus de façon durable. Sur l'ensemble de tous les secteurs, nous avons pu le remarquer. Nous avons aussi remarqué que certaines préoccupations subsistent. Toutes les attentes ne sont pas comblées et ceci est normal. Et cela va des ressources disponibles au niveau de l'État central, cela va également de la disponibilité des ressources au niveau des communes. En ce qui concerne les fonds propres, il y a des défis majeurs. Le premier, c'est déjà la mobilisation des ressources propres, parce que l'État n'a pas vocation à assister de façon éternelle les collectivités territoriales décentralisées. Ayant donc une autonomie financière, elles sont habilitées à aller chercher les ressources et pouvoir en dépenser, réguler les problèmes des populations. Et donc nous avions exhorté et recommandé fortement à l'ensemble des élus qui sont des auxiliaires en matière de collecte et de mobilisation des ressources propres. Et nous avons aussi exhorté les secrétaires exécutifs de chaque mairie pour que cet aspect, ce défi soit relevé. Ensuite, nous avons aussi appelé l'attention des uns et des autres, surtout les élus, les jeunes, les autorités religieuses, à faire en sorte que les élections générales qui s'annoncent en 2026
se passe dans des conditions vraiment de paix. Et cela va de l'intérêt de chacun de nous. Et donc j'appelle les miens, j'appelle mes parents, d'ici et d'ailleurs, pour que chacun puisse contribuer de façon significative et durable à la construction, à la consolidation de la paix. Les forces de l'ordre et de défense qui sont sur le territoire font un travail remarquable. Et c'est le lieu de leur rendre cet hommage et demander une coproduction de la sécurité. Pour cela, l'implication de la population, l'implication de tous les citoyens s'avère indispensable. Et bien voilà, vous venez de suivre le bulletin d'information Actu Matin se poursuit. On va retrouver Candide dans la rubrique sport. Candide, bonjour. Eric, bonjour. Vous êtes de retour de votre expédition du Nigeria. Vous avez accompagné les Amazones du Bénin. Ça s'est bien passé? Oui, un séjour qui a été plus ou moins passionnant avec les Amazones qui ont regardé 3 dans les yeux, les champions d'Afrique en titre. Une équipe qui a dominé tout sur le continent. Les Super Falcons du Nigeria, 10 fois champion d'Afrique en 13 éditions et plusieurs participations à une phase finale de la Coupe du Monde, 4 participations aux Jeux Olympiques, une compétition de grande envergure où l'équipe a atteint les quarts de finale en 2004, où les Amazones du Bénin qui ont commencé un travail sérieux il y a à peine 4 à 5 années en arrière, qui ont eu à regarder 3 dans les yeux cette équipe nigériane avec un nul retentissant, un but Absolument. Partout. Elles ont livré un très bon match et puis nous avons vu cette vidéo de ce but marqué par Yasminat Djibril. Franchement, c'est la révélation du championnat national scolaire qui a surpris Tiamakana Dozier, la portière de cette formation nigériane qui évolue du côté de l'Angleterre en première division, notamment du côté de Brighton. De toute façon, il faut dire que les Nigérians n'ont pas vu les Amazones venir parce qu'elles avaient prévu célébrer leur victoire, le sacre remporté au Maroc il y a de cela quelques mois. Elles avaient prévu célébrer cela avec les supporters mardi dernier au stade Abiola à Abeokuta, mais malheureusement le nul a gâché la fête. Le nul a gâché la fête pour les je pense qu'il y a un acquis là qu'il faut garder. Le travail doit continuer avec les filles. C'est bien cela, et le sélectionneur l'a martelé en conférence de presse d'après-match. Il n'y a pas à prendre par 4 chemins, il n'y a que le travail qui peut propulser cette équipe béninoise à un niveau beaucoup plus huppé que cela pour que dans 5-10 ans, dans les 5-10 années à venir, on puisse dire que l'équipe béninoise est désormais une équipe à craindre, désormais une équipe qui peut aller rivaliser avec des équipes, pourquoi pas comme l'équipe nigériane qui est actuellement l'équipe reine du continent et d'autres pays, notamment hors du continent. Candide, au menu de notre tour d'horizon sportif de ce matin, on parlera essentiellement football, aviron et noble art. On démarre par le sport roi. La 6e journée de la Ligue Pro s'ouvre ce samedi. Et bien entendu, avec 5 différentes confrontations sur les 9 programmées pour cette 6e journée de la Ligue Pro 1, saison 2025-2026. On s'intéresse d'abord au match en retard disputé mercredi dernier dans le cadre du match en retard de la 3e journée déroulée entre l'Autopopo et les Cavaliers de Niki. Les Lotoboys se sont imposés par un score d'1-0 à leurs homologues de Niki. Score nul et vierge entre Coton Football Club et l'ASPAC dans le match comptant pour la 4e journée en retard de cette Ligue Pro 1 saison 2025-2026. On vient maintenant aux différentes confrontations en comptant pour la 6e journée de cette compétition. Demain samedi, on va assister à 5 différentes confrontations. Audio FC de Comé va recevoir dans son entre l'équipe de Coton Football Club. L'Autopopo sera en déplacement dans le Borgo pour en découdre avec les Buffles. Ayema va recevoir dans son entre à Pobel. L'équipe de Damissa Football Club. Espoir FC de Savalou va en découdre avec Dadje Football Club. Aspac sera en déplacement à Diefa pour en découdre avec l'USS Krake. Puis dimanche, 4 confrontations à ceux, comme vous pouvez le voir, à dimanche 2 novembre, on va assister à des rencontres comme AS Soubemap Dragon, Dynamo FC d'Abomey, AS Cotonou, Banigan CSVO et à Jeunesse Sportive de Pobel qui sera face à l'équipe de l'US Cavalier. Avant ces différentes confrontations, le classement est toujours dominé par l'équipe de l'Est Soubemap avec 13 points, contre un goal différentiel de plus 8 et 13 points. Plus 7 pour les Buffs du Borgou qui loge à la 2e position sur ce classement. L'Autopopo qui grimpe à la 3e position avec 11 points contre un goal différentiel de plus 5, 10 points plus 2 pour Damissa.
Football Club qui loge à la 4e position. Aspac est 5e, Coton 6e, Dragon Football Club 7e sur ce classement. Dynamo FC d'Abomey 8e et puis l'AS Cotonou vient boucler le top 9 au classement. Au niveau de la 2e division du football masculin, on va assister à la 4e journée de compétition ce week-end. Déjà demain samedi avec 5 confrontations à suivre. Aziza Jiaketou, Boa Energy Jeffa Pontet, Sitatunga Beke, AS Takune, AS Elite Sport. Et bien entendu dimanche, on va assister à 4 rencontres. Abeille FC sera face à l'équipe de Avant Communist l'Est, Police Vendée-Côte avec l'équipe de Dynamique FC de Djouria Sport va disputer les unités avec Dynamo de Parakou, et puis les Requins de l'Atlantique vont recevoir les militaires d'Adjidja au stade Annès du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Avant ces différentes confrontations, le classement au niveau de la 2e division est dominé par Sitatonga Football Club avec un total de 9 points au compteur en go différentiel de plus 3. L'équipe de la jeunesse athlétique de Kétou vient en 2e position avec 7 points au compteur en go différentiel de plus 2, 5 et plus 2 pour l'équipe de Réa Sport de Parakou et celle de Beke qui viennent respectivement en 3e et 4e position. Aziza Football Club est 5e au classement AS Elite Sport 6e, Jeffa Football Club 7e, Abeille FC est 8e et puis la Police vient boucler le top 9 sur le classement. Et puis on dit de chez les dames, on connaît désormais la date du démarrage officiel du championnat national de football féminin. Là, le coup d'envoi de la saison 2025-2026 des championnats féminins béninois de première, 2e et 3e division est prévu pour le 22 novembre prochain. C'est ce qui ressort du courrier du secrétariat général de la Fédération béninoise de football en date du mardi 28 octobre 2025, ce qui informe les présidents des clubs féminins engagés dans ces différents championnat. Par ailleurs, la note précise le nombre de joueuses qualifiées par club qui est fixé à 30, dont 6 étrangers qui proviennent d'un championnat équivalent ou d'un centre ou d'une académie de football avérée, et les pièces à fournir pour l'établissement de licence des joueuses, y compris. À noter que les championnats féminins de D2 et D3 sont respectivement réservés aux joueuses U20 et U17 de nationalité béninoise. Le Bénin sera dans les tout prochains jours le carrefour du football féminin ouest-africain. La Ligue de football de l'UFOA B débarque au Bénin pour tenir l'édition 2025 de la Coupe de l'UFOA B des moins de 20 ans des filles. Le rendez-vous va se tenir à Porto-Novo dans la capitale béninoise. Un tournoi dont le coup d'envoi est prévu initialement du 3 au 13 novembre 2025 pour bien entendu est reporté. La compétition se tiendra finalement du 7 au 17 novembre prochain à Porto Novo ici au Bénin. Ceci avec la participation du Bénin comme pays hôte, du Nigeria, du Ghana et du Niger. 4 pays donc qui seront sur la ligne de départ suite au désistement de certains pays de la sous-région dont le Togo et le Burkina Faso. Rappelons que le Ghana avait remporté la première édition de cette compétition, c'était sur le sol ghanéen. Restons avec ces dames pour justement parler de cette compétition qui va se tenir du 7 au 17 novembre 2025 à Porto Novo. En prélude à la compétition, la liste des 24 joueuses retenues par le sélectionneur Abdoulaye Ouzero pour entamer le stage de préparation est connue sans surprise. C'est une liste composée des joueuses qui ont disputé en septembre dernier le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans face à la Guinée, où les Amazones U20 sont qualifiées pour le 3e et avant-dernier tour de la compétition au poste de gardien de but. On a Gloria Bikou, Larissa Saizonou et Nadiat Salifou. En défense, on a Bella Hunkwevi, Laura Abikou Nailat Sadikou qui évolue du côté du SC Fribourg en Allemagne, Oloufade Dorcas qui évolue du côté de l'AS Laga ici au Bénin, Vidi Wende Estelle, joueuse de l'AS UMSA, tout comme sa coéquipière Bideo Gracias Moumouni Arachidat qui va évoluer cette saison du côté de Dynamique FC d'Abomey-Clavier. Au milieu de terrain, on a Presca Joël Kwadonou, Yasmina Tedji, celle-là qui a marqué l'unique but des Béninoises au cours du second tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Et bien entendu, Rukiat Yovo, Hermione Lokosu et Sandra Baba. Au poste d'attaquante, on a
Kibatou, bien entendu Sabi Nami, Titibou, Oriane Ronfort Germaine, Etioula Bilé, Arou Merveille, Tété Bernice, Doria Joseph et puis Osnel qui le regroupement démarre dès demain, samedi 1er novembre à partir de 11h, ça sera à Misrete. Et les équipes qualifiées pour la phase des groupes de la Ligue africaine des champions féminines sont fixées pour la compétition. Le tirage au sort de la phase finale de cette édition de la Ligue des champions féminines de la CAF a été effectué cette semaine, permettant aux équipes qualifiées de connaître désormais leurs adversaires pour le premier tour de la compétition. Dans le groupe A, on retrouve l'équipe du FC Massa qui a disputé sa première, bien entendu, la saison écoulée en compagnie de l'équipe de l'ASFA du Maroc et bien entendu du 15 agosto de la Guinée équatoriale, club de la gardienne béninoise Diane Ogun, et puis l'USFA de Bamako. Dans le groupe B, on retrouve l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe suivi de l'équipe de la SEC Mimosa, sans oublier Gabaron, United et puis JKT Queen du Ghana. Voilà donc les différents groupes composés pour le compte de la prochaine édition de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football. Et d'une compétition féminine à une autre, les pays qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines sont connus au terme du second tour des éliminatoires. Le tableau des pays qui seront au Maroc en 2026 pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations est désormais au grand complet. Elles sont 12 nations qualifiées pour la phase finale de cette 14e édition de la plus prestigieuse compétition féminine sur le continent. On a le Maroc, pays hôte, la Zambie, l'Algérie, le Cap-Vert et le Ghana qui est bien entendu qualifié, le Cap-Vert qui est qualifié pour la toute première fois de son histoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria tenant du titre, le Malawi, le Kenya, le Burkina Faso, la Tanzanie et puis l'équipe du Sénégal. La compétition, il faut le rappeler, va se tenir du 17 mars au 3 avril 2026 au Maroc et va permettre de dégager les représentants du continent africain pour la Coupe du Monde de Brésil 2027. Et pendant ce temps, qu'on dit les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine, des clubs sont aussi connus. Et bien entendu, c'est à l'issue de l'étape des huitièmes de finale de la compétition déroulée il y a moins de 48. L'équipe de l'Espagne s'est inclinée à cette étape devant l'équipe de la France. La France qui s'offre donc son ticket pour l'étape des quarts de finale, tout comme le Mexique qui s'est imposé par 1-0 à l'étape des quarts de finale à son homologue du Paraguay. On a aussi le Canada qui a trié la Zambie, seul représentant africain qui était encore en lice à cette étape de la compétition. Le Canada qui s'offre donc son billet devant l'équipe de la Zambie avec une victoire étincelante 6-0. Et puis l'équipe du Japon sera aussi à l'étape des quarts de finale après donc sa victoire 4-0 devant son homologue de la Colombie. On a assez parlé des dames, pensons maintenant aux messieurs. Les pays africains barragistes pour le mondial 2026 sont fixés. La Confédération africaine de football a dévoilé le programme officiel des barrages africains pour la Coupe du Monde de 2026. Le mini-tournoi décisif qui se tiendra du 13 au 16 novembre 2025 à Rabat, au Maroc, entre les 4 pays en lice. À l'étape des demi-finales, le Nigeria qui a sorti le Bénin va en découdre avec le Gabon le 13 novembre à partir de 17h au stade El Barid. Pendant ce temps, le Cameroun sera opposé à l'équipe de la République démocratique du Congo à partir de 20h au complexe sportif Prince Moulay El Hassan. La finale va se disputer le 16 novembre 2025 à partir de 20h au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat. Pour rappel, le vainqueur de cette finale va décrocher son ticket pour le tour intercontinental prévu en mars 2026, dernière étape donc vers le mondial nord-américain, États-Unis, Canada et Mexique. On s'intéresse maintenant à un sport nautique dans la suite du tour d'horizon sportif de ce matin. Après avoir organisé avec succès le championnat régional d'Afrique de l'Ouest d'aviron classique et d'aviron de plage 2025, le Bénin s'est retrouvé face à un autre challenge. Il s'agit de la participation fructueuse au championnat d'Afrique en aviron de plage appelé beach rowing à cette échéance continentale qui se tient en terre sud-africaine.
Il faut dire que le Bénin, à la date d'aujourd'hui, a décroché sa première médaille et elle est de couleur bronze au championnat d'Afrique en aviron de plage derrière l'Égypte et la Tunisie. Boss, pour finir, on finit avec le Nord A. Le Bénin est en lice pour la ceinture WBO du championnat d'Afrique de boss. Le pugiliste béninois Clément Loko alias La Ponté, triple champion d'Afrique de boss, sera sur le ring du Windhoek en Namibie le samedi prochain. Un combat de 12 rounds de 3 minutes pour décrocher la ceinture continentale. Et Clément Loko veut bien ramener la ceinture au pays. Pour l'heure, le boxeur béninois poursuit sa préparation pour cette échéance qui pointe à l'horizon et il compte bien aller porter au l'étendard du Bénin sur la scène continentale. Allez, on aura fait le marathon. Merci à vous, Candide, pour ces informations sportives. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Merci et passez une très bonne journée. Du matin se poursuit. On va marquer une pause. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer. Communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc de... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui. C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord. Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. La tasse va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114.
ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la cage à questions et vous avez 5 questions à poser à Eloge Zongbobo. Il est jeune du 13e arrondissement de Cotonou. Oui, Eloge Zongbobo, bonjour. Bonjour Franck Arnaud. Merci d'accepter mon invitation ce vendredi. Je dois rappeler que le samedi 25 octobre 2025, les jeunes du 13e arrondissement qui fait 14 quartiers au total de Cotonou, bien entendu, se sont retrouvés pour une journée de
réflexion. On en parle justement avec vous. Pourquoi, à un moment où la politique bat son plein, où les jeunes se frayent les chemins, chacun cherche à se repositionner, vous avez décidé d'organiser une journée de réflexion au niveau du 13e arrondissement? Merci beaucoup, cher ami Franck, pour l'invitation que vous nous offrez de parler un peu de notre initiative. C'est vrai que la politique est au centre du développement, mais en même temps, il faut que les jeunes aient aussi des actions citoyennes pour participer au développement de leur localité. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'ONG Change Global World, nous avons décidé de mettre en commun nos efforts pour offrir un cadre de dialogue multi-acteurs avec ces jeunes du 13e arrondissement afin de créer ce lien qui leur permettra de réfléchir sur les problématiques liées à l'emploi, à l'entrepreneuriat et également à la citoyenneté active. Donc nous ne sommes pas engagés dans le sentier politique, mais permettre aux jeunes de nos 14 quartiers d'avoir de l'emploi. Parce que véritablement, si vous n'avez pas de l'emploi, vous n'êtes pas considéré dans votre milieu. Si vous n'avez pas le dénominateur commun de tout, à la finalité de soi, c'est de l'argent. Si ces jeunes-là sont dans le dénuement total, ils ne pourront pas véritablement aller écouter les acteurs politiques, ils ne pourront pas contribuer significativement au développement de leur localité. Alors, au niveau du 3e arrondissement, 13e arrondissement, quel est le diagnostic? Le diagnostic aujourd'hui, c'est que le 13e arrondissement qui regroupe, comme vous l'avez dit, 14 quartiers, et ça fait partie des quartiers les plus chauds de Cotonou, excepté Akwakwa et autres, les jeunes sont de plus en plus dans le dénuement. C'est carrément l'assistanat, où des jeunes disent qu'ils ne sont pas informés des politiques publiques mises en place par l'État pour leur permettre d'accéder à l'emploi, du moins également à financer leur projet. Donc, nous sommes d'ici, les jeunes généralement font ce diagnostic ou bien font ce constat qu'ils ne sont pas informés. Nous allons créer ce cadre multi-acteurs, inviter les acteurs étatiques, inviter également le privé qui de plus en plus dit que les jeunes ne sont pas formés, les jeunes n'ont pas les soft skills qu'il faut pour avoir de l'emploi. Inviter également ces acteurs du secteur privé qui viennent discuter avec ces jeunes pour décoloniser tant soit peu la mentalité des jeunes. Et pour faire le faire, il faut également amener des jeunes qui ont réussi success story. Donc amener ces jeunes qui ont réussi dans le 13e arrondissement pour que les autres jeunes qui sont sur le carreau sachent que ce n'est pas en se lavant avec un savon magique ou en s'aidant peut-être au sirène d'un marabout qu'on a de l'emploi. Donc success story. Et également, il y a quelque chose que nos parents nous éduquent à faire. Il n'y a pas une école qui nous apprend à chercher de l'argent, à gérer de l'argent. Donc nous avons également travaillé sur l'éducation financière afin que ces jeunes également savent un peu comment économiser de l'argent, savent un peu aussi comment financer leur projet à travers le peu de moyens qu'ils ont. Allez, il y a eu des panels de discussion au cours de cette journée de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les thèmes précis qui ont été débattus au cours de ces panels? Globalement, nous avons eu droit à 3 panels au lieu de 4 parce que le premier panel c'est avec ces rôles de l'État, quelles sont les politiques publiques mises en place par l'État, au cours de laquelle nous avons eu le mérite de faire venir un samedi le directeur général de l'ADPME, nous avons fait venir également la chef antenne littorale de l'ANPE, nous avons fait venir également le chef pôle du FNDA, Fonds national de développement agricole, pour venir parler aux jeunes des politiques publiques mises en place pour que ces jeunes aient de l'emploi, pour que les porteurs de projets innovants parmi ces jeunes aient également cette connexion avec ces institutions étatiques pour que le projet soit financé. Donc, voilà le premier panel. Le second panel, la responsabilité du secteur privé. Quelles sont les opportunités qu'offre le secteur privé? Et nous avons fait venir également des acteurs du secteur privé qui sont venus dire aux jeunes ce qu'ils veulent véritablement quand ils veulent recruter les jeunes. Donc, ils sont venus également apporter également un coup de pouce à ce que nous avons fait. On a même offert des bourses à ces jeunes qui ont fraîchement le baccalauréat. Donc, des bourses de la première année jusqu'à master pour 40 jeunes, pour que ces jeunes dont les parents ont des moyens limités d'avoir une bonne formation. Parce que ce que ces acteurs du privé nous ont dit, et c'était constant lors de nos discussions, c'est que les jeunes ne sont pas bien formés. Et ce n'est pas suffisamment faux. Nous avons également engagé notre coach qui est venu toquer le moral de ces jeunes pour leur parler de comment on peut réussir tout en étant béninois, de comment on peut réussir dans les quartiers chauds de Cotonou tout en
sans céder aux sirènes des vendeurs d'illusions. Alors, comment l'organisation prévoit de suivre l'action et l'engagement des jeunes après cette journée de réflexion? C'est bien beau de rassembler des jeunes dans une salle un samedi, d'inviter qui on veut, mais après cela, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont eu des bourses, c'est vrai, vont continuer les études et avoir un master à la longue. Le reste, ceux qui n'ont pas aujourd'hui un diplôme, comment est-ce que tout cela va se passer après? Oui, ce que nous avons mis en place, c'est énorme. Au-delà de tout, nous avons créé des forums dans lesquels nous avons mis ces jeunes pour discuter constamment avec eux, pour suivre tout le process avec eux. Nous avons également créé le networking entre ces jeunes et les acteurs étatiques. Et ceux dont on veut financer les projets, nous les suivons pour que si on finance leur projet, qu'ils soient en capacité demain de pouvoir mieux gérer leur projet, qu'on se dise oui, la première édition a donné ceci. Nous avons également fait des remontées d'informations aux acteurs du secteur public qui étaient là, parce que ce que nous voulons aujourd'hui, cher ami Franck Aounou, c'est de permettre à l'État de faire une co-construction des politiques publiques avec les jeunes. Il ne suffit pas de rester dans les bureaux climatisés et de faire des politiques publiques pensant que ça répond aux problématiques des jeunes. Là, je parle parce qu'il n'y a pas qu'une seule jeunesse, il y a des jeunesses. Donc, c'est les problématiques liées aux jeunes. Il faut qu'on arrive à les co-construire avec ces jeunes. Donc, c'est ce que nous avons fait dans la perspective de pouvoir suivre ce que nous avons fait cette année et que l'année prochaine, nous puissions augmenter un peu plus nos actions pour que ça soit davantage une action plus puissante. Ça ne va plus rester peut-être dans le cadre du travail d'avancement. Peut-être que nous allons l'élargir à tout Cotonou ou au plan national. Oui. Est-ce que véritablement cette initiative vise à être pérennisée dans le temps, ou c'est un tremplin pour beaucoup de jeunes qui l'empruntent aussi pour tomber de pieds joints en politique? Vous savez, aller en politique, c'est un appel. Si Dieu appelle quelqu'un pour aller en politique, on va l'appeler si un jour d'aller en politique. Mais pour le moment, nous sommes focus sur la problématique de l'emploi, de l'entrepreneuriat, entre les jeunes du 13e arrondissement et nous autres qui sommes avec eux au quotidien. Moi, je n'ai pas vocation à assister tous les jours que j'ai dans mon arrondissement. Je n'ai pas vocation à faire du momo tous les jours à des amis ou à des personnes anonymes. Ma vocation en tant que citoyen, c'est de participer au développement de ma localité pour que quand mon véhicule est au dehors la nuit, que je n'ai pas peur qu'un Philistin faquin puisse venir déblonner des choses, que j'ai la paix du cœur en dormant avec des gens, parce que la finalité, comme je l'ai dit, c'est de chercher l'argent, mais en même temps c'est aussi avoir de la sécurité. C'est ce que nous faisons. On vous donne des moments par moment. Vous savez, c'est commun dans nos localités, vous aussi. Vous voulez parler de la solidarité entre amis, entre frères? Non, mais c'est que parfois, même vous, si vous posez la question, si vous doit checker votre téléphone, vous allez voir que par moment, vous avez des gens qui vous appellent pour vous dire fais-moi un moment, ça c'est courant. Donc nous n'allons pas rester dans l'assistance parce que ça nous permet pas à ces jeunes de sortir de la précarité. Nous voulons construire quelque chose de solide avec eux pour qu'ils soient des humains, qu'ils soient des gens de valeur, de qualité pour construire ce Bénin dont nous rêvons tous. Allez, 3 ans de réflexion, outiller, inspirer et responsabiliser les jeunes, c'était en quelque sorte votre credo au cours de cette journée de réflexion. On vous souhaite bon courage et bonne continuation pour le développement du 13e arrondissement de Cotonou. Et de la nation béninoise. Merci Eloge Zongbobo. Merci Eric. Merci à vous Franck Ornon, mais aussi à votre invité à vendredi prochain pour notre invité dans votre cage. D'accord. On va retrouver à présent Kevin Da Silva, journaliste spécialiste fact-checking. Ce matin, nous parlons des bons comportements numériques à avoir en période électorale. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence plus, chaque fois, toutes les fois.
Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. C'est Carlos Soké, bonjour. Bonjour Tanguy. Qu'est-ce que ça va apporter fondamentalement, je dois dire, à la valeur de la chefferie traditionnelle chez nous et à l'organisation sociale même? Qu'est-ce que vient chercher justement une loi comme ça? Une loi comme ça vient réorganiser la chefferie parce que le pouvoir peut désormais s'appuyer sur la chefferie traditionnelle pour régler beaucoup de problèmes. Il y a un aspect extrêmement important et ça me plaît beaucoup dans cette loi-là, c'est que désormais les rois ne seront plus des acteurs politiques. Et ça, c'est véritablement important. Vous vous rappelez que sur ce plateau, j'ai toujours plaidé pour que même nos anciens présidents de la République ne soient plus des acteurs politiques. Parce que les autorités morales, tant qu'il y en a, nous permettent de pacifier le climat social. Et au cas où il y a des troubles, au cas où il y a des échauffourées, que des acteurs politiques ne s'entendent pas, que des voix autorisées puissent les appeler pour dire « Hey, ici, là, il nous faut la paix ». Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité ou une exception sur 30 ans que désormais on est dans l'exclusion. Il y a beaucoup de présidents africains qui étaient trentenaires il y a quelque temps encore. Oui, ça c'est la jeune génération, enfin, les premières générations de dirigeants que nous avions eus. Et pourquoi est-ce que nous nous imposons de ne pas avoir un dirigeant trentenaire? Naguère à l'Assemblée nationale, il y avait toutes sortes de personnes, des gens qui ne sont jamais allés à l'école.
ont été de bons députés. Enfin, quand je dis bons députés, c'est pas qu'ils participaient vraiment au débat, mais politiquement, ils avaient du poids et ils ont compté dans la classe politique. Pourtant, ils ne sont jamais allés à l'école. Et quelle est leur contribution en matière de production législative? C'est ça aussi, parce que le rôle de l'institution dans laquelle ils ont siégé, c'est de produire des lois. Et c'est là où nous avons peut-être péché. Parce qu'il y a plusieurs façons de régler les problèmes. Lorsque nous sommes en face de personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui sont douées d'intelligence, qui sont douées de sagesse, qui sont capables d'apporter quelque chose de significatif au débat, et qui sont limités par l'instruction, par la barrière linguistique. Le diplôme, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les exclut comme on l'a fait? Ou bien, on s'arrange pour faire les débats en langue locale, comme on le fait au Sénégal, pour que n'importe qui puisse participer activement à l'enrichissement du débat politique. Jusqu'à quand allons-nous continuer d'avoir des présidents qui compromettent la paix pour faire le bonheur de notre pays? Il serait peut-être temps que nous nous asseyions pour réfléchir à un bon système politique qui intègre la démocratie et aussi nos valeurs culturelles et traditionnelles. Je me demande comment est-ce que le lien peut se faire fondamentalement. Je ne sais pas. Vous voyez ce que les Togolais ont fait? Ça peut donner le sentiment d'un arbitraire ou de quelque chose d'inacceptable. Mais peut-être que là, ils ont trouvé une formule pour que leur pays soit paisible pendant longtemps. Ouais, comment on fait les élections, le parti majoritaire désigne... tout le monde sait que c'est le parti majoritaire. Bon, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Oui, mais tout part, non pas parce que quelqu'un au pouvoir est fait, tout part généralement en Afrique, en vrille, à cause des élections. Oui, justement, c'est ça. Mais les Togolais iront aux élections. Ils iront aux élections ou d'une autre. Et c'est le rendez-vous, c'est toujours compliqué. Ils iront aux élections et à partir du moment où le parti qui va gagner ne sera pas taxé de tripatouillage et que les élections se feront dans les conditions de transparence qui montrent à tout le monde que c'est tel parti qui est majoritaire, il n'y a plus de questions. C'est ça. Ça simplifie, à mon avis, les problèmes de il a déjà fait tel nombre d'années au pouvoir, c'est telle famille qui était au pouvoir, ah non, on ne peut pas continuer d'accepter ça. Ça, c'était l'argument de ceux qui faisaient une contestation sans concession. Bon, ils n'ont plus cet argument aujourd'hui. C'est le parti majoritaire qui désigne. Bon, si vous faites en sorte que vous soyez demain le parti majoritaire, on vous concédera la victoire. Mais tant que vous ne faites pas en sorte d'être le parti majoritaire, vous allez vivre peut-être une éternité en étant la minorité. Et ce n'est pas une particularité d'un pays comme le Togo. Partout dans le monde, quand vous êtes minoritaire dans une démocratie. En 4 semaines que nous discutons justement des fake news, des bons comportements à avoir sur les réseaux sociaux. Kevin Da Silva, bonjour. Bonjour à vous Eric et bonjour à tous. Ce matin, vous vous proposez justement de débattre des bons comportements numériques à avoir pendant la période électorale. Pourquoi ce thème? C'est bien cela. Nous sommes en période électorale et comme toujours, les réseaux sociaux constituent quand même un véritable champ de bataille dans cette période-là. Et donc, à partir de ce moment, il y a des rumeurs qui circulent, des idées qui ne sont forcément pas bien perçues. Et donc, entre débat, opinion et tout ce qui est parfois des informations, les comportements numériques de chaque citoyen sont plus que jamais à un peu plus surveiller pour ne pas très vite aller en besogne. Donc, aujourd'hui, la rubrique médias, réseaux sociaux et Infos propose quand même de parler de ces bons comportements pour pouvoir avoir un climat un peu plus calme, un climat un peu plus responsable en période électorale. D'accord. Et pourquoi c'est important? C'est important parce qu'aujourd'hui, quand on prend les réseaux sociaux, ça a un peu plus un impact un peu plus direct sur l'opinion publique. Et à partir de ce moment, une simple publication peut influencer des milliers de personnes. En même temps, vous publiez une information qui, dans sa portée, donne un plus à la population. En même temps, cette information peut être un peu plus signe
division au sein de l'opinion publique. Et on donne souvent l'exemple, l'histoire de Radio Mille Collines, où à partir d'une simple information... Au Rwanda. Voilà, au Rwanda, il y a eu quand même tout ce à quoi on a assisté. Donc, c'est quand même important de revenir là-dessus. Aujourd'hui, quand on parle des élections, une info ou un message de haine peut semer la division, la peur, voire même la violence. Donc, être un bon citoyen numérique, c'est aujourd'hui contribuer à ce que nous ayons un peu plus une société apaisée. C'est contribuer à ce que nous puissions avoir de la transparence et surtout que nous ayons de la crédibilité en période électorale. Enfin, vous avez trouvé finalement un concept, être un citoyen numérique. Il y a quelques années, quand on voulait, quand on veut sensibiliser les citoyens à garder l'environnement propre, on parle d'éco-citoyen. Ouais, exactement. Justement. Donc aujourd'hui, on veut que le citoyen soit un bon citoyen numérique. Exactement, parce que vous savez, il y a la tendance, il faut essayer un peu plus de marcher, être un peu plus en phase avec... À chaque problématique, on crée des concepts pour davantage justement sensibiliser. Oui, allez-y. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on parle réseaux sociaux. Il y a des années en arrière, on ne parlait pas forcément réseaux sociaux, on ne parlait pas intelligence artificielle, on ne parlait pas Internet. Donc aujourd'hui, à l'aide de ces outils ou bien de cette modernité qui vient quand même booster un peu plus le quotidien de chaque citoyen, il faut quand même qu'on ne puisse pas balayer du revers de la main ces outils-là et qu'on puisse en prendre compte dans chaque action ou dans chaque pas qu'on veut mener dans la société aujourd'hui. Alors, pour être un bon citoyen numérique, il faut avoir de bons comportements. Exactement. Il faut avoir de très bons comportements et ces bons comportements participent à ce que, comme je l'ai dit déjà dans l'introduction, à ce que nous ayons un peu plus une société un peu plus apaisée. D'accord. Et pour le premier comportement, déjà, il y a vérifier avant de partager. On l'a toujours dit. Cette phrase, elle est très simple, mais elle comporte en réalité beaucoup de choses parce que c'est le point de départ. Oui, c'est le point de départ. On l'a toujours dit ici pour les téléspectateurs qui ont pris quand même la peine de nous suivre quand on parlait des fausses informations. Vérifier avant de partager. Exactement. Comme vous l'avez dit, c'est tellement simple, vérifier avant de partager. Mais c'est le déclic en fait. C'est de là que tout démarre. Parce que quand vous avez une information et que vous ne vérifiez pas cette information, comment est-ce qu'on vérifie l'information? On l'a dit également ici. Vous devez tenir compte des différentes sources. Vous devez tenir compte des voix officielles. Vous devez tenir compte des personnes un peu plus crédibles ou bien des médias un peu plus crédibles pour pouvoir quand même avoir accès à l'information. Vous ne faites pas cela et vous partagez une information très rapidement, ça va partir en vrille. Et quand ça part en vrille, cette information pourra avoir beaucoup de répercussions dont vous-même vous ignorez tout simplement. Donc c'est toujours bien d'être sur les réseaux sociaux, c'est toujours bien de vouloir porter l'information, donc partager l'information à un grand public, parce que comme le dirait l'autre, l'information a le pouvoir, l'information c'est la base de tout. Mais en même temps, il faut quand même aussi y mettre un peu plus du bémol, ne pas forcément être pressé sous l'émotion, courir derrière le buzz ou même l'exclusivité, avoir des clics en pagaille. Et donc, il faut faire très 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 attention, toujours vérifier une information avant de la partager. C'est la règle d'or que tout le monde doit retenir, tout citoyen doit retenir dans cette période électorale. En tout cas, c'est une phrase qu'il faut garder à l'esprit. Vérifier avant de partager. Ça me fait penser cette époque où on avait des tests lus pour vous, vus pour vous, où on se dit, comme je ne suis pas auteur, c'est pas moi qui ai rédigé le test, c'est pas mon information, de partager. On s'est lu pour vous. Et quand on a commencé, quand les structures de contrôle de veille de notre pays avec le code du numérique ont commencé par mettre la main sur des citoyens pour des questions d'information, de diffamation, même des citoyens qui n'ont rien à voir avec l'origine même de l'information, juste pour avoir partagé un lu pour vous, justement, ont été épinglés dans des dossiers, dans des affaires. Exactement, parce que même quand vous mettez lu pour vous n'est pas une source. Lu pour vous, c'est une manière de se dédommager, c'est une manière de dire en réalité, je ne suis pas auteur de cette information, je l'ai lu simplement quelque part. Et donc après, les responsabilités, mais parce que j'ai partagé, ça fait de moi un complice. Exactement, ça fait de vous un complice parce que vous avez partagé, ça veut dire que vous avez participé à ce que cette information soit relayée. Et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs sites pour savoir si les informations sont un peu plus justes ou pas. Il y a Africa Check qui est très très reconnu. Il y a Code for Africa qui fait un très bon boulot dans ce sens-là. Il y a PESA Check également qui sont très reconnus. Et même ceux qui vont s'amuser à aller sur Google pour savoir un peu plus les plateformes qui sont à même dans chaque pays de pouvoir quand même participer à renforcer un peu plus la lutte contre la désinformation. Il
y en a tellement dans chaque pays. J'ai cité quelques-uns. Même au Bénin, il y a Badona qui, quand tu Badona en langue locale, font pour dire quand même fouiller, creuser, en savoir plus. Donc, les journalistes essaient quand même de travailler beaucoup là-dessus. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus forcément de raison de s'adonner à cette vilaine pratique qu'est la désinformation, tout simplement. Et puis, il faut le dire, Kevin, je ne trahis absolument aucun secret. Quand on pense qu'on est derrière un smartphone ou derrière une page et que physiquement on ne vous voit pas, parce que généralement de façon intentionnelle on se dit oui, c'est le geste de partager justement, on ne me voit pas physiquement. Il y a des traces numériques. Exactement. Donc les structures ont les moyens, quoi qu'en soit là où vous vous situez ou le moyen par lequel vous partagez une information, les gens ont la possibilité de tracer et de remonter jusqu'à vous. C'est très facile, c'est très facile parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un aspect très important que vous soulignez, parce que beaucoup pensent que parce que je suis derrière mon téléphone, voilà, je suis détenteur de ma SIM qui est enregistré à mon nom et que c'est mon téléphone et tout. On pense que voilà, très vite, on peut s'adonner à cette pratique-là. Alors même qu'aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que même votre portable éteint peut être très rapidement localisé. Comment les experts pourront vous en parler un peu plus. Mais aujourd'hui, c'est quand même se cacher derrière cette hypothèse comme quoi on pourra ne pas forcément situer celui ou le responsable qui a partagé une information. Même aujourd'hui, pour dans le processus de faire du fact-checking, donc de pouvoir avoir une idée nette si une information est vérifiée vite ou pas, il y a ces moyens-là que nous utilisons quand on parle des images. Par exemple, on parle d'image inversée avec Google, où Google peut vous situer même avec la source même de cette image, le nombre de fois l'image a été utilisée et d'où provient, d'où cette image est venue et tout. Donc si Google fait ça pour les images simplement, c'est que même pour vos posts et pour vos téléphones portables, pour tout ce que vous faites sur vos téléphones portables, les actions sont contrôlées et à partir de ce moment, il faut faire très attention à tout ce que vous faites. Tout simplement. Et en la matière, nous saluons les efforts du Centre national d'investigation numérique qui est la structure au Bénin qui s'occupe donc de mener des investigations. Et qui fait également une très grande veille sur cette question-là. Et je me rappelle que c'est même le Centre national d'investigation numérique qui a par exemple interdit aux populations de ne pas utiliser une application Popo, mais une application qui est passée dernièrement. Et les gens pensent que utiliser cette application va générer des gains. Donc ce centre-là est en train de travailler tout le temps et qui publie régulièrement des informations qui sont distillées dans l'opinion mais qui en réalité sont de l'intox. Exactement. Je pense que c'est un très grand effort et ça vient quand même soulager les populations de savoir qu'il y a quand même une voix officielle qui suit de près. Et bien voilà, avec mon grand réalisateur, je pense que nous avons retrouvé cette information à l'aide de ANAC. N'installez pas cette application Pépite Populaï. Exactement. Et ne une application qui c'est une ANAC. Entre un temps qui est venu. Et Eric, figurez-vous qu'on vous dise de vous connecter à l'application et d'être H24 en ligne, par exemple, à faire quoi, je ne sais même pas, et que vous aurez des gains sur l'application à chaque fois, donc de l'argent facile que vous aurez. Juste parce que je suis en ligne. Juste parce que vous êtes en ligne, vous êtes en live tout le temps. C'est un peu comme un système TikTok. Et donc tapoter l'écran. Voilà. Et voilà, le centre a quand même essayé, après recherche, a quand même essayé de pouvoir démystifier, de pouvoir un peu plus distinguer le bon grain de livret, de pouvoir porter la vraie information à la connaissance vous savez, la petite histoire. Ça, je suis sûr que beaucoup de nos concitoyens ont eu cette information et ont partagé l'information parce que justement, on veut de l'argent. Ils ont reçu ça dans leur groupe WhatsApp, sur Facebook et ils se sont dit sans doute que c'est vrai. Et même moi, j'ai failli tomber dans le piège parce que je me rappelle de cet ami-là qui avait publié un statut comme quoi si tu aimes les réseaux sociaux et que tu voudrais quand même essayer de passer un peu plus du temps sur les réseaux sociaux, te faire facilement de l'argent, il faut venir. Mais après, par curiosité, je voulais y aller pour savoir un peu plus ce qu'est. Mais déjà, la première condition m'a disqualifié parce qu'il me disait que c'était uniquement destiné aux femmes. Pourquoi, je ne sais pas. Et donc, c'est un peu plus en fouillant que j'ai pu je suis allé à la découverte comme quoi c'était une application qui est carrément fausse et qui ne répondait à aucune norme. Donc, un peu plus tard, le gouvernement également s'est prononcé à travers le centre
d'investigation là-dessus. Donc il faut faire très attention. Justement. À tout ce et pour donner du sens à ce que nous disons, c'est pour ça que en termes de bon comportement à avoir, le premier c'est vérifier avant de partager. Par exemple, on dit avant de cliquer sur partager, posez-vous une seule question: est-ce que c'est vrai? Exactement, parce que derrière chaque information, celui-là qui publie l'information a forcément une idée derrière. Si l'idée elle est bonne, de partager l'information, c'est bien. Et ce que nous avons là à l'écran, par exemple, voilà, c'est une fausse publicité à base d'un lien. Et ici, le Centre national d'investigation numérique nous demande de ne pas cliquer sur ce type de lien. Parce que dès que vous cliquez sur ce lien, c'est fini. Vous vous retrouvez dans un piège sans fin. Et Dieu seul sait combien de dégâts ces genres de mauvaises pratiques se retrouvent dans la vie de nos concitoyens. Donc, Kevin, on résume sur ce premier comportement à avoir. Vérifier avant de partager. Avant de cliquer sur partager, sur une information, sur un lien, voilà, posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est vrai? Consultez les sources fiables, médias professionnels, communiqués officiels, les plateformes de fact-checking. Kevin a donné quelques exemples, PesaCheck, AfricaCheck ou les médias locaux et reconnus. Allez, on va évoluer. On va évoluer. Après, l'autre aspect important qu'il faut également souligner, c'est d'éviter les discours de haine et de la désinformation. En période électorale. En période électorale, bien sûr. Ça fait partie de mon comportement. C'est le second point que l'on aborde. Et à ce point, il faut éviter ces discours-là de haine. Et j'ai mis ici qu'aucun débat ne mérite la haine. Les attaques ethniques, religieuses ou personnelles ne font qu'envenimer et le climat. Donc les réseaux sociaux ne sont pas les champs de guerre, mais des espaces de dialogue citoyen. Et nous sommes des humains et à partir de ce moment, souffrir que... Nous avons des émotions. Des émotions et que nous ne puissions pas forcément partager les mêmes opinions sur des questions un peu plus précises. Donc, il faut accepter la diversité de l'autre. Et nous l'avons évoqué ici quand on parlait un peu plus des conversations un peu plus polarisées. C'est vrai qu'il ne faut pas forcément épouser l'idée de l'autre parce que quand on parle même du mot débat, ça appelle à la contradiction. À partir de ce moment, souffrez de ce que l'autre ne soit pas forcément d'accord avec votre idée, mais essayez quand même de rechercher, de trouver un peu plus une pertinence ou même une vérité dans ce qu'il est en train de dire. Il ne vous demande pas forcément de pouvoir épouser son idée, mais dans tout ce que vous menez comme débat, dans tout ce que vous apportez comme idée, vous ne devez pas forcément chercher à pouvoir diviser. Vous devez chercher plutôt à unir, parce que très vite, avec des expressions, des mots qui sont mal placés dans leur contexte et mal utilisés, ça peut partir en vrille et ça peut créer carrément autre chose. Et en cette période électorale, ce ne serait pas forcément signe de paix pour la nation tout entière. C'est un aspect très important, éviter les discours de haine et la désinformation. Et quand on rentre dans un processus électoral, c'est ce qu'on redoute le plus, Kevin. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun après l'élection présidentielle. Nous avons vu un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, aussi dans le cadre des élections présidentielles. Et c'est pour ça qu'il faut mesurer ses propos, il faut mesurer ses prises de position, surtout quand il est question des questions politiques. Vous savez, depuis quelques jours, nous vivons une situation, je dirais une crise au sein d'une formation politique. J'ai pu noter à quel point, sur ce débat, par exemple, le député Michel Sodinou, qui justement a pris sur la décision de ne pas livrer sa fiche de parrainage à sa formation politique, mais sur les réseaux sociaux, je pense qu'à la limite, vraiment, il a reçu des propos violents. Ah oui, des propos violents parce que chacun essayant quand même de tirer le drap de ce côté. Depuis même où on a annoncé qu'il a retenu son parrainage, ça tirait un peu plus dans tous les sens, malgré sa sortie pour quand même essayer d'apporter un peu plus de lumière à tout ce que les gens pensaient. Ça tire toujours et jusqu'à présent, ça continue de tirer. Chacun essaie quand même de prendre un peu plus le sujet comme un sujet personnel. C'est vrai que c'est l'intérêt de la nation, c'est vrai que c'est un sujet qui touche un peu plus à la vie politique d'un parti politique en général, mais un peu plus du pays en entièreté. Mais après, on ne cherche forcément, les gens ne cherchent pas forcément à fouiller un peu plus. Vous allez voir, excusez un peu plus. Bon, je ne vais pas forcément appeler une zone un peu plus précise, mais il y a des gens de telle zone qui se disent que bon, les gens de telle zone, c'est comme ça, ils se comportent. Après, oui, vous avez entendu ça. On a entendu tout ça sur les réseaux sociaux, justement. Et d'autres qui disent
disent que ouais, c'est comme ça les opposants sont, que c'est comme ça les mouvanciers sont, et donc c'est un mélange un peu plus partout. Je pense que c'est des exemples qui viennent quand même un peu plus justifier le bon comportement que nous sommes en train de citer aujourd'hui aux téléspectateurs. Il faut forcément éviter ces discours-là, il faut forcément éviter ces débats-là, parce que même quand on le fait pas forcément dans l'intention de pouvoir nuire, on touche un peu plus à la sensibilité de son vis-à-vis, on touche un peu plus à la sensibilité d'une communauté, d'un groupe de personnes. Voilà. Et comme ça, les gens étant humains ne vont pas forcément se laisser avoir dans cette pratique-là. Et c'est pour ça que nous disons que les réseaux sociaux ne sont pas un champ de guerre ou de bataille, mais des espaces de dialogue citoyen. Et je pense que le bon exemple dans ce que nous disons, c'est ce que vous avez entendu dans la déclaration du candidat Renoir Gbodjo, qui a quand même essayé de demander à ses partisans, justement, de ne pas en vouloir à la personne de Michel Soudinou, voilà. Mais qui appelle plutôt à la paix. Justement. Allez, on va évoluer aussi. Après cet aspect, nous avons respecté les opinions différentes. Respecter les opinions différentes, et ça rejoint un peu plus les discours de hier, comme on vient de le dire. En démocratie, on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas parce qu'on est en démocratie, on a l'habitude de dire que la démocratie ne rime pas avec le désordre. C'est pas parce qu'on est en démocratie qu'il faut s'insulter. C'est pas parce qu'on est en démocratie qu'il faut faire tout ce que l'on veut, comme on veut. En démocratie, il faut quand même essayer aussi de pouvoir respecter son vis-à-vis, de respecter les opinions de l'autre. Donc écouter, débattre, argumenter, et aussi avoir la maturité qu'il faut, la maturité citoyenne. Et on l'a tantôt dit quand on essayait tout à l'heure de parler des questions de discours de haine et de désinformation. Donc il faut forcément un peu plus tenir compte de ces aspects-là pour pouvoir avoir un peu plus un environnement calme et apaisé. Voilà, en démocratie, on peut ne pas être d'accord sans s'insulter. Écouter, débattre, argumenter, c'est ça la maturité citoyenne. Ne relayez pas les résultats non officiels, parce que qui dit élection parle toujours de résultats. Exactement. Et même avant même de parler des résultats, puisque la période des résultats viendra, mais actuellement nous sommes un peu plus encore dans le processus. Et je pense que la seule institution à même quand même de parler des élections au Bénin, ça peut changer de même, mais pour c'est la Sénat. Absolument. Donc il faut respecter scrupuleusement les règles ou bien les directives imposées par la Sénat, parce que tout ce qu'elle fait n'est pas forcément pour aller contre X ou Y, mais c'est pour pouvoir unir le peuple béninois, c'est pour pouvoir organiser les élections dans un climat un peu plus apaisé. Et donc, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous scrollez sur les réseaux sociaux et que vous tombez sur des communiqués qui ne sont pas officiels, vous tombez sur des non-dits, vous tombez sur des informations qui ne sont pas vérifiées, comme on a l'habitude de dire, qui ne sont pas d'une source officielle, telle que la Sénat. Abstenez-vous de ne pas consommer ces informations-là, parce que partager les faux chiffres avant l'heure, c'est risquer de créer la confusion et tout simplement la tension au sein de la population. Parfait. Il faut aussi protéger ses données et sa sécurité en ligne. Et on a parlé de ça le vendredi dernier par ici, protéger ses données. Vous avez tout à l'heure donné un exemple qui est très très pertinent, parce que quand vous cliquez sur des liens comme ça, soit vous êtes attaqué par un virus qui ramasse on récupère vos données personnelles facilement, ou carrément vous êtes même surveillé. C'est que vous utilisez votre ordinateur, vous pensez que vous êtes seul, mais tout le temps le hacker ou bien celui-là qui a des intentions mal intentionnelles vous surveille dans vos faits et gestes, et donc c'est ce que vous faites, ce que vous ne devez pas faire et tout. Donc pouvant quand même essayer de vous porter un peu plus atteinte dans tout ce qui est donné. Donc attention aux suspects, aux fausses pages, aux fausses campagnes électorales. Et on l'a dit ici, il faut activer la double authentification et éviter de donner vos données personnelles à qui que ce soit, comme quoi mon mot de passe pour pouvoir me connecter c'est telle chose et mon identifiant c'est telle chose. Restez un peu plus professionnel. En résumé, on retient que les bons comportements à adopter, c'est justement vérifier avant de partager, éviter les discours de haine et la désinformation, respecter les opinions différentes, ne pas relayer les résultats non officiels, protéger ses données et sa sécurité en ligne. Kevin, on va conclure. Oui, c'est exactement ça. Comme je le disais dans la semaine sur les réseaux sociaux, les élections passent, mais notre vivre ensemble, ça va toujours rester. Et donc, être un bon citoyen numérique, c'est choisir la responsabilité, la vérification et surtout le respect. Et à partir de ce moment, nous devons, c'est une responsabilité de faire de nos réseaux sociaux des outils de paix et non des outils de division, tout simplement.
Donc alors pendant cette période électorale, souvenons-nous qu'un bon clic vaut mieux qu'un mauvais partage. Je ne dirais pas mieux. Un bon clic vaut mieux qu'un mauvais partage. Merci à vous, Kelvin Da Silva. Vous êtes journaliste spécialiste en fact-checking. Merci en tout cas pour ces moments d'échange que nous avons chaque vendredi sur cette thématique qui nous permet de sensibiliser nos concitoyens sur les bons comportements à avoir sur les réseaux sociaux. Allez-y, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout va vous libérer. Atimaté se poursuit. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24.
ici Carlos Soké, bonjour. Bonjour Tanguy. Qu'est-ce que ça va apporter fondamentalement, je dois dire, à la valeur de la chefferie traditionnelle chez nous et à l'organisation sociale même? Qu'est-ce que vient chercher justement une loi comme ça? Une loi comme ça vient réorganiser la chefferie parce que le pouvoir peut désormais s'appuyer sur la chefferie traditionnelle pour régler beaucoup de problèmes. Il y a un aspect extrêmement important et ça me plaît beaucoup dans cette loi-là, c'est que désormais, les rois ne seront plus des acteurs politiques. Et ça, c'est véritablement important. Vous vous rappelez que sur ce plateau, j'ai toujours plaidé pour que même nos anciens présidents de la République ne soient plus des acteurs politiques. Parce que les autorités morales, tant qu'il y en a, nous permettent de pacifier le climat social. Et au cas où il y a des troubles, au cas où il y a des échauffourées, que des acteurs politiques ne s'entendent pas, que des voix autorisées puissent les appeler pour dire « Hey, ici, là, il nous faut la paix ». Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité ou une exception sur 30 ans que désormais on est dans l'exclusion. Il y a beaucoup de présidents africains qui étaient trentenaires il y a quelque temps encore. Oui, ça c'est la jeune génération, enfin, les premières générations de dirigeants que nous avions eus. Et pourquoi est-ce que nous nous imposons de ne pas avoir un dirigeant trentenaire? Naguère à l'Assemblée nationale, il y avait toutes sortes de personnes. Des gens qui ne sont jamais allés à l'école ont été de bons députés. Enfin, quand je dis bons députés, ce n'est pas qu'ils participaient vraiment au débat, mais politiquement, ils avaient du poids et ils ont compté dans la classe politique. Pourtant, ils ne sont jamais allés à l'école. Et quelle est leur contribution en matière de production législative? C'est ça aussi, parce que le rôle de l'institution dans laquelle ils ont siégé, c'est de produire des lois. Et c'est là où nous avons peut-être péché. Parce qu'il y a plusieurs façons de régler les problèmes. Lorsque nous sommes en face de personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui sont douées d'intelligence, qui sont douées de sagesse, qui sont capables d'apporter quelque chose de significatif au débat, et qui sont limitées par l'instruction, par la barrière linguistique. Diplôme, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les exclut comme on l'a fait? Ou bien, on s'arrange pour faire les débats en langue locale, comme on le fait au Sénégal, pour que n'importe qui puisse participer activement à l'enrichissement du débat politique. Jusqu'à quand allons-nous continuer d'avoir des présidents qui compromettent la paix pour faire le bonheur de notre pays? Il serait peut-être temps que nous nous asseyons pour réfléchir à un bon système politique qui intègre la démocratie et aussi nos valeurs culturelles et traditionnelles. Je me demande comment est-ce que le lien peut se faire fondamentalement. Je ne sais pas. Vous voyez ce que les Togolais ont fait? Ça peut donner le sentiment d'un arbitraire ou de quelque chose d'inacceptable. Mais peut-être que là, ils ont trouvé une formule pour que leur pays soit paisible pendant longtemps. Ouais, comment on fait les élections, le parti majoritaire désigne... tout le monde sait que c'est le parti majoritaire. Bon, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Oui, mais tout part, non pas parce que quelqu'un au pouvoir est fait, tout part généralement en Afrique, en vrille, à cause des élections. Oui, justement, c'est ça. Mais les Togolais iront aux élections. Ils iront aux élections ou d'une autre. Et c'est le rendez-vous, c'est toujours compliqué. Ils iront aux élections et à partir du moment où le parti qui va gagner ne sera pas taxé de tripatouillage et que les élections se feront dans les conditions de transparence qui montrent à tout le monde que c'est tel parti qui est majoritaire, il n'y a plus de question. C'est ça. Ça simplifie, à mon avis, les problèmes de il a déjà fait tel nombre d'années au pouvoir, c'est telle famille qui était au pouvoir, ah non, on ne peut pas continuer d'accepter ça. Ça, c'était l'argument de ceux qui faisaient une contestation sans concession. Bon, ils n'ont plus cet argument aujourd'hui. C'est le parti majoritaire qui désigne. Bon, si vous faites en sorte que vous soyez demain le parti majoritaire, on vous concédera la victoire. Mais tant que vous ne faites pas en sorte d'être le parti majoritaire, vous allez vivre peut-être une éternité en étant la minorité. Et ce n'est pas une particularité d'un pays comme le Togo. Partout dans le monde, quand vous êtes minoritaire dans une démocratie.
Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Rigoureux, vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Kone. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, hein, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djinns. Il est 8h40 sur Actu Matin et en lieu et place de votre forum de discussion. Le service des programmes vous propose de suivre un documentaire sur le nouveau visage du service public en matière de l'eau, mais aussi en matière d'accès à l'eau potable au Bénin. Juste après, vous avez la revue de presse, mais aussi à 10h30, ne l'oubliez pas, la rediffusion de votre émission L'info continue. À midi, vous avez rendez-vous avec Jidadi, avec son émission Le Plein de Midi. Et puis à 13h, vous avez rendez-vous avec le service de l'information pour le journal de 13h. Allez-y, portez-vous bien, très bon week-end et à très bientôt. De 1960 à 2016, les efforts des gouvernements qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis les indépendances n'ont pas permis d'atteindre un niveau d'approvisionnement en eau potable satisfaisant en milieu rural. La vision était d'analyser les raisons pour lesquelles, tant d'années après les indépendances de 1960, en 2016, on soit à un taux de décès qui avoisine seulement les 40%. Il y a eu beaucoup de manquements. On ne planifiait pas correctement pour pouvoir anticiper sur l'augmentation de la population qui doit être desservie. On ne mettait pas assez de moyens financiers parce que pour pouvoir desservir la population de façon optimale, il faut des moyens colossaux. Donc la planification doit être traduite en besoins financiers et ces besoins financiers doivent être satisfaits. Les infrastructures qu'on mettait à la disposition des populations ne sont plus à la hauteur des besoins d'aujourd'hui. Et la dernière des choses, c'est la façon dont les infrastructures sont maintenues, exploitées, gérées sur le terme pour pouvoir satisfaire les besoins des populations. C'était très difficile. On faisait la course avec les porcs dans les rivières. À 4 heures déjà, il n'y a pas cette femme qui est encore couchée. Elle doit être en train de chercher un petit coup, histoire que les porcs ne viennent pas gâter avant elle. Au moins 2 km. Bon, d'autant pas bien de faire, mais là, on double nous. Nous disons que nous sommes déjà, il y a un son de Agbame. Bon, il y a à fin de mai, les deux dans les deux mai. Bon, soon déjà, on a aussi. Bon, mais nous, il y a un faux. Mais de ma ouvre, quelqu'un va se pour des minutes au Wanami. Oui, il y a un boucle pour les ponts, on te boucle pour les ponts, on te boucle. C'est difficilement que nous trouvons de l'eau. Nous prenons l'eau des rivières, l'eau des mares. La seule pompe que nous avons pour pouvoir trouver de l'eau, ça n'a pas été facile. Il faut aligner, les bonnes dames vont d'abord s'aligner massivement et ça crée des problèmes. J'ai grandi ici, j'ai connu le village. Le village était entouré d'eau, donc on l'appelle Nassi.
C'est des caïmans qui se tapaient de l'eau sale qu'on buvait. En plus, les puits sont arrivés et on a constaté que dans les puits, c'est des gris-gris qu'on jetait dedans. Celui qui veut la femme de l'autre amène le gris-gris dedans. Bon, on buvait de n'importe quoi. Avec le gouvernement du président Patrice Talon, 2016 marque un point de rupture et un nouveau départ pour le sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. La nouvelle vision peut se résumer en deux choses essentielles. La première des choses, c'est de faire une réforme de tout le dispositif pour pouvoir asseoir une nouvelle stratégie, qui soit une stratégie d'aujourd'hui et qui répond aux besoins d'aujourd'hui. Et ensuite, pour pouvoir corriger la desserte, c'est de faire des investissements massifs très rapidement, avant le thème fixé par les Nations Unies, de façon à obtenir une desserte intégrale bien avant 2030. La vision dont la finalité, la desserte universelle à l'eau potable, c'est de permettre à chacun des Béninois vivant en zone rurale d'avoir accès à l'eau potable. Chaque citoyen doit avoir accès à un point d'eau qui délivre de l'eau potable dans un rayon de 500 mètres maximum ou dans un aller-retour pour aller chercher de l'eau n'excédant pas 30 minutes. Nous sommes allés un peu plus loin. Bientôt, ce ne serait plus les forages équipés de pompes à motricité humaine, mais ça doit être des ouvrages de points d'eau sécurisés, qui sont soit des bonnes fontaines connectées à un système d'alimentation en eau potable ou des robinets dans le ménage. Quand vous prenez l'exemple de tous les partenariats publics-privés qui existent, on ne se limite qu'à l'urbain, parce que l'urbain pose moins de problèmes. Dans tous les pays d'Afrique, de la région subsaharienne, c'est l'urbain. Or là, ici, on va en milieu rural pour expérimenter cela. Et c'est à tout l'honneur de tous ceux qui mettent ça en place, en commençant par le gouvernement du Bénin. Pour atteindre cette noble ambition d'apporter de l'eau douce et potable dans toutes les localités du Bénin par des bonnes fontaines de proximité et des branchements particuliers dans les ménages qui le souhaitent, le gouvernement a mis en place un dispositif et des mécanismes dans l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural au Bénin, SNAEP-MR de 2017 à 2030, l'élaboration et la validation de l'outil opérationnel du SNAEP-MR, qui est le plan directeur de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural de 2017 à 2021, qui couvre 11 programmes départementaux d'AEP en milieu rural. La réforme du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural répond à 5 fonctions bien déterminées et assumées par les différents acteurs dans une démarche inclusive et participative. Mais la première fonction, c'est la fonction de politique et de stratégie. Et la réforme vient de là. Donc le gouvernement a mis en place une politique et une stratégie en 2017 qui permet de décliner la façon dont le service eau potable doit être déployé sur 15 ans. Donc on a fait une stratégie, une planification jusqu'en 2030. Dans cette stratégie, cette politique, il y a la deuxième fonction d'identification des besoins et de planification au niveau local, qui est assurée par les communes, parce que l'agence travaille au service des communes. Oui, le gouvernement construit des ouvrages. Avant de construire ces ouvrages, il y a un partenariat. C'est les communes qui ont cédé leur pouvoir, leur rôle à l'État. Et nous avons signé des contrats avec l'État pour que les ressources en eau soient concédées à l'État. C'est vrai, la commune fournissait de l'eau à la population, mais on n'a pas souvent les moyens pour réparer les pompes à motricité humaine qui étaient là, qui tombaient en panne. De plus, le recouvrement était aussi très difficile. La fonction d'intégration, toutes les planifications qui ont été faites au niveau local par les communes doivent être intégrées au niveau national de façon à avoir une planification nationale intégrée et qui permet de mettre sur la table un schéma directeur d'investissement et qui sera l'outil de mobilisation de ressources et de mise à disposition de ressources par l'État pour pouvoir organiser le développement des infrastructures de croissance. Une fois qu'on a la politique, on a identifié les besoins, on a un programme national, on a mobilisé les moyens à travers l'État, il faut investir, il faut construire pour colliser les vulnérabilités et les inégalités. Mais le travail ne s'arrête pas à la construction des infrastructures. Il faut maintenir, exploiter, assurer la durabilité de l'investissement pour pouvoir fournir un service de qualité aux populations.
afin de coordonner le dispositif permettant de soutenir le développement durable du sous-secteur de l'hydraulique rurale. L'État béninois a mis en place par décret numéro 2017-039 du 25 janvier 2017 l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEP-MR, un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière placé sous la tutelle de la présidence de la République. L'agence se positionne dans le dispositif à l'étape d'intégration de la planification, mais également à l'étape de la maîtrise d'ouvrage pour le compte de l'État et des communes. Et en dernière position, sélectionner ceux qui vont maintenir et exploiter ces ouvrages pour délivrer le service eau potable aux populations à des coûts qui n'excluent pas les pauvres. Ça, c'est notre rôle dans le dispositif. L'originalité, la qualité et la pertinence du dispositif d'approvisionnement en eau potable en milieu rural mis en place par le gouvernement du Bénin a séduit plusieurs partenaires dans la Banque mondiale. Malgré l'intérêt de nombreux partenaires qui ne veulent pas se faire compter cette expérience innovante et inspirante du Bénin, l'engagement du gouvernement reste total. Partenaire stratégique numéro 1 de l'agence, c'est celui qui a la vision, c'est l'État qui a sa vision. La Banque mondiale va apporter un soutien technique, un soutien financier. Au Bénin, il y a d'abord une volonté politique. Il y a une vision que je vous ai exposée qui est très claire. Et ensuite, tous les partenaires sérieux viennent pour y contribuer. Je pense que c'est un programme tellement innovant, tellement structurant que tous les pays d'Afrique cherchent à le dupliquer. Bon, c'est un projet gigantesque. Tous les départements ont l'objet de gestion de réseaux d'addiction en eau potable villageoise par des fermiers. Et c'est un projet vraiment d'exception, surtout en Afrique. Le premier projet de cette taille-là, d'après mes connaissances. La Banque mondiale s'est donc positionnée pour accompagner cette professionnalisation du sous-secteur de l'hydraulique rurale. La banque a été séduite par la vision du gouvernement, par la façon dont nous avons défini les fonctions et réparti les responsabilités et les rôles. Ils ont compris tout de suite que ça, c'est un schéma qui va marcher. Et la banque est venue en grand, avec des moyens énormes. Nous avons eu un premier projet pour tester ce que nous avons fait en matière de définition de stratégie, d'intégration, de planification, de schéma directeur. Et le Bénin a été le théâtre où la Banque mondiale a testé un nouvel outil de financement qu'on appelle le programme basé sur les résultats, en anglais, Program for Results. Il faut que les pays atteignent une maturité de politique, de planification, de vision, pour s'engager pas simplement à construire des équipements. On a utilisé le P4R, qui est un outil de pays responsable, qui s'engage sur des résultats. Dans ce programme, nous avons eu un premier programme de 220 millions de dollars. Et tout de suite, un nouveau programme additionnel est venu de 250 millions de dollars. 220 millions de dollars américains, qui fait du programme Aquavi la plus grande opération d'investissement du groupe de la Banque mondiale au Bénin. Du point de vue des cibles pour le sous-secteur, près de 1,7 million additionnels de Béninois vivent en zone rurale, bénéficieront d'un accès aux services d'eau potable à travers la construction et la réhabilitation de plus de 600 adductions d'eau villageoises, la construction de plus de 34 000 branchements particuliers et 3 300 bornes fontaines. De son caractère innovant, le programme Aquavi utilise pour la première fois au Bénin l'instrument Programme pour les résultats, P4R, qui d'une part associe directement les décaissements de la Banque mondiale à l'atteinte des résultats en termes d'augmentation d'accès et de la gestion durable des services d'eau potable, et d'autre part renforce les systèmes techniques, fiduciaires, environnementaux et sociaux du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Le matinal revient sur la dernière sortie médiatique de Boni Yayi, dans laquelle il attaque ouvertement le président Patrice Talon,
le taxant d'être l'artisan de l'exclusion du Parti Les Démocrates de la présidentielle de 2026. Le journal relève que les propos de l'ex-chef d'État contrastent fortement avec ceux de Renaud Agbodjo, candidat désigné du Parti Les Démocrates, qui reconnaît, lui, la responsabilité interne de sa formation politique dans la disqualification de sa candidature. Derrière cette posture d'indignation de Boni Yayi, certains observateurs voient plutôt une fuite en avant. Le président du parti LD refuse d'admettre les défaillances internes de son propre parti, largement pointées du doigt après la disqualification du candidat Renaud Agbodjo pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Aux déclarations du leader du parti LD, le gouvernement réagit. Libération rapporte que par la voix de son porte-parole Wilfried Léandre Mbedi, le gouvernement estime que l'ex-chef d'État refuse d'assumer sa part de responsabilité dans les tensions internes de son parti politique. Interrogé par RFI, le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole n'a pas mâché ses mots. Pathétique, M. Boni Yayi fait du Mister Yayi et refuse d'assumer ses responsabilités dans la crise qui secoue son parti, a déclaré Wilfried Léandre Mbedi en réponse directe aux accusations de l'ancien président. Yayi accuse, le gouvernement rejette, titre en manchette, l'événement précis. Matin Libre informe de son côté qu'après maître Renaud Agbodjo et Boni Yayi, Jude Lodjou s'adresse au peuple béninois à son tour. En livrant sa part de vérité relativement à la crise à laquelle est en proie sa formation politique, le colistier recalé du principal parti d'opposition a évoqué une injustice. Notre candidature a été rejetée, non parce que nous étions indignes, mais parce que notre idéal dérange, assure-t-il avant d'exhorter les Béninois à une prise de conscience collective et une résistance pacifique. Cette correspondance intervient pourtant dans un contexte où Jude Lodjou est éprouvé par un décès. Le potentiel nous révèle en effet que le parlementaire a perdu son épouse cette semaine. Paix à l'âme de la disparue. Et puis, comme annoncé, s'ouvre ce jour à l'Assemblée nationale la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Il s'agit de la dernière de la 9e législature, précise le leader du jour, pendant que la tribune de la capitale souligne qu'elle démarre par une session budgétaire avec la présence du président du Parlement sénégalais. Mesdames et messieurs, le Bénin dispose d'un nouveau cadre légal qui régit l'organisation et le fonctionnement des associations, en l'occurrence la loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025. Selon Fraternité, la promulgation du texte marque une rupture dans l'histoire de la société civile béninoise. Pendant plus d'un siècle, les associations et organisations non gouvernementales du pays ont été régies par la loi française de 1901, héritage colonial appliqué sans véritable adaptation aux réalités locales. Désormais, le Bénin dispose d'un texte national qui encadre la vie associative, met de l'ordre dans son fonctionnement et clarifie les responsabilités. De vie associative, parlons recouvrement de créances avec l'événement précis qui annonce que dans un communiqué en date du jeudi 30 octobre 2025, l'agent judiciaire de l'État lance un appel aux débiteurs de l'agence de promotion et d'appui aux petites et moyennes entreprises ou leurs ayants droit en vue de prendre les dispositions diligentes pour le remboursement de leurs créances au plus tard vendredi 28 novembre 2025, dernier délai. Fin de la revue de presse de ce vendredi 31 octobre 2025.